Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Dans la dernière séance, j'ai donné la solution de cette partie A de l'exercice 2. Nous avons étudié deux opérateurs, l'opérateur T diagonale défini par cette définition et l'opérateur S, dont la définition, vous la voyez ici. Aujourd'hui, nous allons donner la solution de la partie B, où nous allons déterminer les spectres de T et de S et leurs spectres ponctuels également. Alors, voici l'énoncé de cette partie B de l'exercice 2. Alors, la différence dans les hypothèses, c'est ici, alpha n est une suite qui tend vers 0. Donc, elle est notamment bornée et tout ce qui est passé dans la partie A sur les propriétés de T et S, ces opérateurs-là, est valable. En particulier, ce sont des opérateurs linéaires bornés. Alors, la première question, c'est montrer que T est compact. Ensuite, nous allons déterminer les spectres ponctuels et le spectre tout court de T. Dans les questions 6 et 7, nous allons faire la même chose, mais avec l'opérateur S. Commençons par la question numéro 4. Mais auparavant, je vais vous rappeler ce théorème sur la théorie des opérateurs compacts. Si vous avez un opérateur compact sur de E vers E, où E est un espace de Banach, alors les valeurs spectrales de T non nulles sont exactement les valeurs propres non nulles. Voilà ce que dit ce théorème. Comme j'ai rappelé dans cette partie B, nous supposons que la suite alpha n tend vers 0. Et nous allons montrer que T est compact. Pour cela, nous allons montrer que T est une limite d'une suite d'opérateurs linéaires bornés de rang fini et utiliser un théorème du cours sur les opérateurs compacts qui permet d'affirmer que T est compact. Alors, je rappelle la notation qui est valable, qui était déjà dans la partie A. Cette notation, alpha, c'est le sup de module de alpha k. Et AN, cette fois-ci, cette notation, grand A indice n, c'est le sup des alpha k, mais pour k supérieur ou égal à n plus 1. Pour n quelconque dans n étoile, je considère l'opérateur linéaire T indice n défini de cette manière. Alors, Tn de x, il a les composantes, les mêmes composantes que T jusqu'à l'ordre n, puis D0. Alors, ce que l'on peut écrire, sigma d alpha k, xk, ek, où ek sont les éléments de la base hilbertienne canonique. Donc, cette écriture, évidemment, vous avez alpha 1 x1 qui multiplie E1 plus alpha 2 x2 qui multiplie E2 jusqu'à alpha 1 xn qui multiplie E1. Donc, écrit de cette manière, Tn de x est une somme, quel que soit x, est une somme finie, c'est une combinaison linéaire des éléments ek, k variant de 1 jusqu'à n. Et donc, toutes les images Tn de x sont dans cet espace, dans ce sous-espace vectoriel de L2 qui est l'espace vectoriel engendré par les ek, k variant de 1 à n. Et donc, c'est un espace évidemment de dimension exactement n, il est de dimension finie, et les images qui sont toutes incluses dans cet espace, donc R de Tn, qui est l'espace image de Tn, et inclus dans ce vectoriel des ek, et aussi R de Tn est aussi un sous-espace vectoriel de dimension finie dans L2. Par conséquent, T1 est bien de rang fini. Alors, Tn est continu. En effet, si vous considérez la norme Tn de x, la norme de cet élément de L2, c'est la somme des modules au carré des composantes, k variant de 1 jusqu'à n, puisque après le petit n,
tout est 0 ici, donc voilà la norme. Chaque alpha k en module est inférieur à alpha, son sub qui est un nombre positif, donc je peux dire ici, ceci est inférieur à la somme de k égale n de alpha de xk au carré. Je sors le alpha parce qu'il ne dépend pas de k, et là il me reste la somme de k égale n, k égale 1 jusqu'à petit n des composantes au carré à la puissance 1 demi, qui est inférieure à la somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini des xk en module au carré, puissance 1 demi, qui est la norme. Donc nous avons cette inégalité. Plus la linéarité de Tn qui est évidente, ceci montre que l'opérateur Tn est un opérateur continu, c'est un opérateur borné, et même nous avons un renseignement sur sa norme, la norme de Tn est inférieure à alpha, ce qui ne nous intéresse pas ici. L'essentiel, c'est que c'est un opérateur borné, linéaire borné, de rang fini, et puis vous avez Tn de x et Tn de x coïncident sur les premières composantes, donc quand vous faites la norme au carré de t de x moins Tn de x au carré, vous allez faire la somme à partir de k égale 1 plus 1. De plus l'infini, Tn a des composantes, alpha k x a, donc vous mettez le carré des modules, mais Tn de x n'a pas de composantes, c'est des zéros. Alors ceci, je peux majorer les alpha k ici au module au carré par leur sub qui est an au carré. Rappelez-vous ce que nous avons noté. An, c'est le sub des alpha k en module lorsque k est supérieur à 1 plus 1. Donc nous avons cette majoration ici. Chaque alpha k au carré au module est inférieur à n au carré que je peux sortir parce qu'il ne dépend pas de k, et il me reste ceci. Alors ceci, c'est inférieur à la norme, puisque la norme va de 1 jusqu'à plus l'infini, on somme des nombres positifs. Donc nous avons cette inégalité que l'on peut écrire avec la racine carrée, va nous donner norme de Tn de x moins t de x est inférieure à an, norme de x dans L2. Où an, donc, cette suite-là, nous avons rappelé qu'elle tend vers 0, puisque la suite alpha k tend vers 0. Et cette écriture vraie pour tout x montre que la norme de t moins tn est inférieure à an. An tend vers 0, donc t moins tn tend vers 0, et tn tend vers t. Ainsi, nous avons montré que t est limite d'une suite d'opérateurs bornés de rang fini. T est donc un opérateur compact. Question numéro 5. Déterminer les spectres sigma de t et le spectre ponctuel sigma p de t. Nous avons vu dans la partie A que t de en est égal à alpha n en. Il suffit de revenir à la définition de n, qui est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui qui se trouve au rang petit n. Et l'image de t de x, c'est la suite alpha k xk, lorsque x, c'est la suite xk. Donc nous avons cette égalité-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette égalité? Ça veut dire que alpha n, pour tout n dans n étoile, est une valeur propre de t. En effet, en est un vecteur non nul, parce que c'est un vecteur de la base hilbertienne canonique, il est de nombre 1. Et cette égalité nous dit que alpha n est une valeur propre de t. Par conséquent, tous les alpha n, pour n variant dans n étoile, sont des éléments du spectre ponctuel. Alors maintenant, je vais chercher s'il y a d'autres valeurs propres, autres que les éléments alpha n. Donc je suppose que je suppose que lambda est une valeur propre de t. Alors il existe un vecteur u non nul appartenant à L2 tel que t de u égale lambda i, ce qui veut dire t de u moins lambda i égale le vecteur nul. Vecteur nul dans L2, c'est quoi? C'est la suite nulle. Et les composantes de ce t de u moins lambda u, composante de t de u, c'est alpha k xk,
et celle de lambda I, c'est lambda UK. Donc voilà les composantes, les éléments, si vous voulez, cette suite, T de U moins lambda I, puisque c'est un élément de L2. Voilà ce que c'est. Alors, alors d'abord, je vais factoriser ici le UK. Donc, c'est alpha K moins lambda UK. Tout ça, entre parenthèses, c'est cette suite-là qui est égale à T de U moins lambda. Et elle est nulle. Donc, chaque terme ici est nul. Chaque terme ici est nul. Mais, puisque le vecteur U est non nul, il y a au moins un K tel que UK est non nul. Il y a un K0 pour ne pas dire, ça c'est l'indexation générale, et je l'appelle K0. Il existe un K0 parmi tous ces cas tel que UK0 est non nul. Alors si ceci est égal à 0, ceci est égal à 0, UK0 est non nul. Donc qu'est-ce qu'on aura? Alpha K0 moins lambda égale 0. Donc qu'est-ce que je trouve? Je trouve lambda égale alpha K0. Autrement dit, toute valeur propre de T ne peut sortir des éléments de la suite alpha n. Et j'en déduis donc que le spectre ponctuel de T, l'ensemble des valeurs propres de T, c'est les alpha n, lorsque n varie dans n étoiles. On rappelle que le spectre ponctuel est un sous-ensemble du spectre. Alors ceci est très facile à voir, nous allons revenir sur les notions de spectre dans une séance prochaine. D'ailleurs, on peut le voir tout de suite, pourquoi. Regardez, si alpha est un élément du spectre ponctuel, donc c'est une valeur propre, il existe un vecteur non nul tel que T de U est égal à alpha U. Alors cette écriture, on peut l'écrire T moins alpha, l'identité de U égale 0. Ça veut dire que T moins lambda I n'est pas injectif puisque son image pour un vecteur non nul est nulle. Donc, il n'est pas inversible. Et donc, alpha appartient à sigma de T, c'est ça la définition du spectre. Les valeurs telles que T moins alpha I n'est pas inversible. Alors, sigma de T contient toutes les valeurs propres. On a dit qu'il contient le spectre ponctuel. Et cette suite des valeurs propres, c'est une suite par hypothèse qui tend vers 0. Rappelez-vous, dans le début de cette partie B, nous avons supposé que alpha n tend vers 0. Et comme le spectre est un sous-ensemble fermé de C, alors il contient 0 qui est la limite de alpha n, puisque tous les alpha n sont dans le spectre. Ainsi, on peut dire donc que alors, le spectre ponctuel union 0 est dans sigma de T. Alors, j'écris union 0 parce que je ne suis pas sûr que 0 est égal à une des valeurs. Il se peut que une alpha n soit égale à 0. Dans ce cas-là, cette écriture, elle est toujours valable. Vous mettez le 0 ici, vous le mettez là, mais on n'est pas sûr que les alpha n sont toutes non nulles. Bien. Alors, T est compact d'après le théorème rappelé dans cette séance, sigma de T moins le 0, c'est-à-dire sigma de T auquel on enlève le 0 est égal à sigma P de T auquel on enlève le 0. Voici le rappel de ce théorème si E est un espace de Banach, T est un opérateur linéaire compact. Faites bien attention. Alors, cette relation, les valeurs spectrales de T non nulles sont exactement les valeurs propres de T non nulles. Donc, rappelez-vous cette relation et cette inclusion. Alors maintenant, je peux affirmer qu'il y a égalité. Non seulement une inclusion, mais l'égalité. Alors pourquoi? En effet, nous venons de voir que le spectre ponctuel union 0 est dans le spectre, et inclus dans le spectre. D'autre part,
je peux écrire que le spectre, c'est le spectre privé de 0, union 0. Là, ça, c'est une tautologie. Il n'y a rien à dire. Alors, ceci est égal. Alors, d'après le théorème, donc, ceci est égal à ça. Voilà. Union 0, je l'ajoute. Et mais ça, c'est inclus dans sigma p. Puisque ça, c'est sigma t moins on enlève le 0. Et donc, nous venons de démontrer, cette inclusion, qui est l'inclusion réciproque. En conclusion, donc, nous avons sigma de t est égal au spectre ponctuel union le 0. Et le spectre ponctuel, nous avons dit que ce sont les alpha n, les éléments de la suite. Alors, toujours, je dis qu'il se peut que le 0 soit égal à une valeur alpha k. Donc, dans ce cas-là, le spectre ponctuel et le spectre de t sont égaux. Mais il se peut aussi que tous les alpha k soient non nuls, comme pour l'opérateur D diagonale que nous avons vu dans la partie A. Nous l'avons utilisé. D'ailleurs, nous allons le revoir maintenant aussi pour les questions suivantes. Alors, avant de passer à la question 6, je vais revenir à la question 4 pour corriger juste une notation. C'était un oubli. Alors, c'est là, t de x moins tn de x en norme au carré. Ça, c'est la norme dans L2, donc je dois mettre le indice 2 ici. C'est tout ce qu'il y a à corriger. Voilà, c'est corrigé. Mais dans la suite, là, vous avez norme de t moins t1. Ça, c'est la norme dans l'espace des opérateurs de L2 vers L2. Donc, c'est sans l'indice. Pour être précis, pour ne pas confondre, il y a les normes dans L2, il y a les normes dans l'espace des opérateurs linéaires de L2 vers L2. Bon, alors donc, nous allons maintenant voir l'énoncé de la question numéro 6. Alors, question numéro 6, montrer que S est compact. Nous allons voir la définition de l'opérateur S que nous avons déjà étudié dans la partie A. Et nous allons faire la même chose que pour T, c'est-à-dire trouver le spectre ponctuel de S et le spectre de S. Voilà, donc pour les deux dernières questions. Alors, voici l'opérateur S de L2 vers L2 que nous avons étudié dans la partie A. Nous avons montré qu'il est linéaire, continu, et de norme 1 d'ailleurs. Nous avons aussi trouvé son adjoint. Nous allons rappeler aussi les opérateurs shift à gauche, l'opérateur L, et shift à droite, l'opérateur R. Et l'opérateur diagonal, tous ces opérateurs, nous les avons vus dans la partie A. Alors l'opérateur D, c'est l'opérateur diagonal, c'est l'opérateur défini à l'aide de la suite alpha n égale 1 sur n. Donc, tout ce qui est valable pour T est valable pour D, notamment, c'est un opérateur diagonal, et qu'il est auto-adjoint parce que ici, la suite alpha n, c'est la suite 1 sur k, c'est une suite réelle. Bien. Alors maintenant, voilà ce que je dis ici. T est un opérateur diagonal défini par la suite 1 sur k, qui est une suite qui tend vers 0. Alors cette suite qui tend vers 0, donc D est compacte, d'après les questions précédentes. Voilà, les questions précédentes, A1, B1, la partie A numéro 1 et B numéro 1. Donc D est un opérateur compact de L2 vers L2. Alors si je fais la composition RD, je trouve, ça je crois qu'on l'a déjà dit, R, D de X c'est ça, D de X c'est ça. Donc R de ça c'est déplacer à droite, shift à droite. Donc vous déplacez à droite et ce qui est la partie qui est vide, on va mettre 0 là-dessus. C'est ça la définition de l'opérateur R. Donc voilà RD. Vous voyez que RD c'est la même chose que S. Alors donc, RD égale S. Et par conséquent, c'est un opérateur compact. Pourquoi? Parce que nous avons dit que dans une composition d'opérateurs de E vers E, un espace de vecteurs normés, si l'un
est compact dans la composition, ici c'est D, alors l'opérateur est compact. Nous avons traduit ça dans le cours sur les opérateurs compacts en disant que K de E, si E est un espace vectoriel normé, K de E c'est l'espace des opérateurs compacts de E vers E, ce K de E est un idéal bilatère. Vous aurez le résultat d'une composition est un compact si l'un des deux qui intervient dans la composition est compact, à droite ou à gauche, peu importe. Donc ici, c'est D qui est compact, R ne l'est pas. Alors S est un opérateur compact comme composition de deux opérateurs, dont l'un est compact. Alors ça, c'est la question 6. Dans la question 7, sans revenir sur l'énoncé, on nous demande de trouver le spectre ponctuel et le spectre. Alors d'abord, remarquons que S est injectif. Et donc, S n'est pas une valeur propre de S. Regardez ici. Ça, c'est S. Il est injectif. Pourquoi? Si S de x égale 0, ça veut dire que toutes les si S de x est égal à 0, ça veut dire que toutes les composantes de x sont nulles. Donc x est nul. Si S est injectif, donc 0 n'est pas une valeur propre. Vous ne pouvez pas trouver un vecteur non nul tel que S de U égale 0 fois U égale 0. Ce n'est pas possible. Alors, 0 n'est pas une valeur propre de S. Maintenant, je cherche s'il y a des valeurs propres qui sont non nulles. Donc, je prends un lambda dont C qui est non nul, et je vais voir s'il existe un vecteur non nul, y. Alors, on suppose que lambda est un complexe non nul, et c'est une valeur propre de S. On suppose que c'est une valeur propre de S. Et nous allons montrer que on tombe sur une contradiction. Ainsi, donc, si lambda est une valeur propre, il existe un vecteur non nul, que je note y, tel que S de y égale lambda de y. Non nul, ça veut dire qu'au moins une composante est non nulle. S de y égale lambda de y. Donc ici, vous avez des égalités. Dans les membres à gauche, je mets les composantes de S de y. 0, y1. Alors ici, c'est S de y. Remplacez juste ici l'écriture x par y. 0, y1, y2 sur 2, etc. jusqu'à y1 sur n. Les composantes de lambda fois y. Donc, lambda y1, lambda y2, lambda y3, etc. jusqu'à lambda yn plus 1. Vous voyez toujours ici l'indice i et ici i plus 1. Alors, cette égalité, la première, lambda y égale 0. Lambda est non nul, donc y1 est nul. Vous mettez ici y1 égale 0, égale lambda y2. Lambda est non nul, donc y2 est nul. Et ainsi de suite, 0 égale lambda y3, lambda non nul, donc y3 égale 0, et ainsi de suite par récurrence, tous les yn sont nuls. Alors, puisque lambda est non nul, on démontre par récurrence que yn est nul, et y égale 0, ce qui contredit l'hypothèse que nous avons faite qu'il existe un vecteur non nul tel que s de y égale à y. Par conséquent, il n'y a aucune valeur propre pour S, ni 0, ni un lambda non nul. Alors, on en déduit que le spectre ponctuel de S est vide. Nous avons remarqué que ci-dessus que S est injectif, mais S n'est pas surjectif. Alors, vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce que toutes les images, ça c'est S de x égale à ça. S de x, c'est ça sa définition. Les images, vous voyez que ce sont des éléments qui commencent par 0. Si vous prenez le vecteur E1 de la base hilbertienne, il commence par 1, donc ce n'est pas une image. Alors il n'appartient pas à l'image de S. Et E1 est dans L2, n'a pas d'antécédent, alors S n'est pas surjectif. Cet opérateur, même s'il est injectif, puisqu'il n'est pas surjectif, alors il n'est pas inversible. Et donc 0 appartient au spectre. S n'est pas inversible, donc 0 appartient au spectre.
Alors nous allons voir s'il y a des valeurs autres que 0. Mais puisque S est compact, et d'après le théorème que nous avons rappelé, vous avez sigma de S privé de 0 est égal sigma P de S privé de 0. Ça, c'est l'ensemble vide privé de 0, c'est l'ensemble vide, évidemment. Parce qu'on a déjà montré à l'instant que sigma P de S égale le vide. Donc ici, sigma de S, toujours par cette égalité qui est toujours vraie, c'est sigma de S privé de 0, union 0. Et puisque nous rappelons le théorème, vous avez, puisque S est compact, ceci est égal à ça. Donc je remplace ici. Ça, c'est le vide. Nous avons dit que c'est vide. Vide union 0, ça donne 0. Alors le spectre de S est égal à 0. Conclusion, le spectre ponctuel est vide et le spectre de S est égal à 0. Alors voilà donc pour la solution de cette partie B de l'exercice 2. Alors merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.